Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous. Et ce soir, je vais être avec Valérie Rocheron. Voilà, elle est astrologue, tarologue et plein d'autres choses encore, parce qu'elle n'a pas fait que ça dans sa vie. Et elle est à l'île de la Martinique. Voilà, donc il est 14 heures. Et bienvenue à tous. Rejoignez-nous. On va parler du couple ce soir. Alors, Hello. et bonjour Nathalie. Bonsoir Valérie. Alors, j'ajuste juste un peu mon téléphone. Pareil. Voilà, un peu plus visible. Et voilà. Et je me recule aussi pour avoir à peu près le même ratio de visage, tu vois, que je ne sois pas trop proche. Voilà, voilà. Écoute, enchantée de te rencontrer Valérie et merci d'avoir accepté cette rencontre. C'est un vrai plaisir et le thème m'intéresse énormément. Vivre le couple. On aurait même pu dire vive le couple. Ouais, c'est clair. Ouais. Alors en fait, moi je t'avais contacté suite à un post que tu avais fait et ça m'avait déclenché une spontanéité à me dire, bon allez, voilà, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose ensemble suite à ce que tu avais posté. Et donc on s'est téléphoné, on a un petit peu aussi élaboré ensemble une espèce de trame pour pas partir entre guillemets dans tous les sens. Mais on s'est vite aperçu qu'on avait plein de choses à raconter et Oui. que c'était très fluide finalement dans notre communication par rapport à cette thématique du couple. Et c'est vrai qu'on aurait pu l'appeler de bien d'autres manières parce qu'en fait, c'est beaucoup plus vaste que cette notion de couple. Je l'ai un peu évoqué dans la story en parlant aussi de ces deux polarités aussi qui nous unissent, cette notion voilà, de version féminine, masculine, de yin, de yang, de polarité, d'équilibre. Et donc, on va partir un petit peu là-dessus et on va voir ce qui va advenir de tout ce live. On a 1 heure ensemble, même plus s'il le faut. Et donc, voilà. Est-ce que tu veux un petit peu peut-être raconter un peu qui tu es au préalable? Parce que, bon, ceux qui me suivent, forcément, connaissent un peu qui je suis. Et puis s'ils ne savent pas, bah, ils auront regardé, c'est pas très grave. Moi, je suis branchée émotionnelle et fleur de bac, entre autres. Et donc, voilà, je te laisse le privilège aussi de prendre ce temps aussi pour, voilà, pour expliquer un peu ce que tu fais. Merci Nathalie. Alors très succinctement, je m'appelle Valérie Rocheron-Ry, je suis astrologue et tarologue, mais je suis avocate de formation. Et je suis très polyvalente, je n'aime pas trop me mettre dans une case. J'ai été avocate pendant un certain temps au barreau de Paris, mais j'ai également fait un petit peu la maîtresse d'école en maternelle pour voir ce que c'était. Et puis j'ai créé une maison d'édition jeunesse, j'ai écrit une vingtaine de titres. Pourquoi astrologue et tarologue? Parce qu'en fait c'était ma passion depuis plusieurs années et que petit à petit cette passion a pris une place dans ma vie et s'est invité au premier plan puisque c'est mon activité professionnelle maintenant depuis plusieurs années. Donc j'ai une approche qui est très humaniste, qui est très basée sur la responsabilité personnelle. Je dis toujours que l'avenir ne se prédit pas, qu'il se construit, qu'il n'y a pas de remède le miracle, mais que la magie existe, mais c'est une magie individuelle, qu'on doit alchimiser son corps, alchimiser son âme. C'est un travail qui est patient, qui est sérieux, qui prend du temps. On n'a pas de résultat dans les 3 semaines qui suivent. Voilà. Même si pour certaines personnes, ça peut être rapide. Voilà, tu sais à peu près tout de moi. Ouais, mais du coup, ouais, c'est vrai que moi, je t'ai découverte sur Facebook au départ, enfin après, plutôt sur YouTube, on va dire. Et voilà, j'ai écouté de nombreuses vidéos et de nombreuses interventions que tu faisais. C'est vrai que je suis extrêmement touchée sur ta façon aussi d'aborder les événements de la vie, parce que tu ne fais pas que tarologue et astrologue dans les vidéos, tu parles aussi de ce qui nous anime. Donc, c'est une vision aussi extrêmement élargie et très, j'allais dire, très militante aussi, tu vois, très courageuse par moments, parce que tu prends aussi des positions et voilà, tu nous investis aussi de cette responsabilité aussi d'ouvrir les yeux au-delà de notre, voilà, de notre petit nombril, on va dire, mais on participe à ce grand tout avec tout ce que tu élabores aussi. Et voilà, les planètes, elles sont ce qu'elles sont, les interprétations aussi, les cartes aussi, mais tu y mets de ta touche personnelle
que je trouve voilà, très structurée, très sécurisante aussi, tu vois. Et avec beaucoup, un fond de sagesse qui me sied. Voilà. Écoute, je suis ravie et très touchée de ce retour très flatteur. Bah ouais, mais bon, écoute, c'est comme ça. Merci. Ouais, enfin, je te l'avais déjà dit en direct live, mais bon, voilà, je trouve que c'est cool aussi de le dire parce que c'est important aussi. Voilà, j'invite aussi des gens que je ne connais pas, donc je trouve que c'est toujours très touchant quand j'ai une réponse favorable, tu vois. Tu n'es pas obligé non plus d'être là, donc c'est cool de faire ce chemin aussi ensemble sur ce qu'on a à découvrir entre nous, voilà, sur le couple, sur notre relation, et puis les fleurs de bac qui peuvent aussi quelquefois avoir leur place dans la relation émotionnelle. Et comme tu le dis très justement, il y a cette notion de temps aussi à s'accorder pour pouvoir faire de la place à qui nous sommes. Et on est trop pressé quelquefois de vouloir avoir des réponses immédiates. Et tout ça, c'est un chemin. Et le chemin, il prend son temps. Donc voilà. C'est là où les fleurs de bac peuvent avoir leur utilité, parce qu'une relation de couple peut générer de la souffrance. Et donc, des émotions extrêmement malmenées qui peuvent pousser le partenaire qui souffre à des actions irréfléchies. Et donc, avoir un outil pour canaliser cette souffrance, l'accepter, mais ne pas la laisser prendre le contrôle et pousser à avoir des actes inappropriés, je trouve que c'est une bonne combinaison. Tu vois, c'est une bonne combinaison. Et puis, c'est vrai que les fleurs de bac, eh ben, même si on ne les prend pas, le fait d'entendre ce qu'elles ont chacune à enseigner, à apporter et à mettre en lumière aussi sur l'aspect voilà, psycho-émotionnel, ben, déjà de mettre un peu de clarté là-dedans, ça ouvre pas mal de portes, tu vois. Parce que bah, on n'a pas toujours non plus l'occasion de mettre des mots sur nos émotions et de dire oui bon ben voilà il m'énerve ou je peux pas le supporter oui ok mais quoi et quoi aussi dans la ressource de tout ça il y a toujours le pendant du lumineux et du limitant de ce qui nous enseigne et de ce qui nous retient et puis après bon c'est la part effectivement c'est la part de l'histoire de chacun et effectivement en astrologie aussi on a des racines aussi qui sont notées finalement dans notre acte de naissance. Et puis au-delà de notre propre histoire personnelle, parce que tout ça se rejoint sur la généalogie et puis aussi sur l'histoire de l'humanité, parce qu'on est aussi empreint de ce monde dans lequel on évolue et auquel on appartient. Oui. Quand on travaille l'astrologie, on s'aperçoit de schémas répétitifs. Alors moi, je travaille essentiellement avec des femmes, hein, donc mon expertise concerne plutôt les femmes. Mais on voit vraiment des schémas répétitifs autour des générations féminines, avec la Lune, avec des aspects dissonants, avec des répétitions d'abandon ou de séquences de difficultés à avoir des enfants, ou de relations tout simplement déséquilibrées. Déséquilibrées parce qu'en fait, le couple, c'est quoi? C'est deux individus, deux identités qui vont devoir jongler chacun avec leur carte du ciel, ensemble. Donc il va falloir les superposer. Et on a tous une maison 1, qui est la maison de l'identité, et une maison 7, qui est la maison du couple, de l'autre. Quand je dis couple, là, on va parler vraiment du couple personnel, du couple privé, du couple intime. Et quand je dis couple, c'est aussi la relation à l'autre, ton associé, ton client, ton collègue de travail, ton enfant. C'est pas que le couple marital. Le couple marital peut très bien, le couple conjugal peut très bien fonctionner, mais le couple professionnel peut dysfonctionner. Et vice-versa, parce que les attentes ne sont pas les mêmes. Et donc, quand tu superposes les deux cartes du ciel de deux individus, tu t'aperçois que la maison 1, c'est-à-dire la maison chargée de définir l'identité de l'individu, l'identité et surtout la qualité qu'il devra développer pour avoir une relation harmonieuse avec l'autre, tu t'aperçois par exemple que la maison 1 d'un des partenaires sera positionnée par exemple dans la maison 6 de l'autre partenaire. Et donc là, on sait qu'on va avoir une problématique de donner et recevoir, de servir, tu vois. Donc, il y a deux identités, deux chemins de vie qui doivent cohabiter. Mais on peut trouver des mots-clés, on peut trouver un fil rouge. Il y a le fait de savoir se choisir, quand est-ce que je me choisis,
Se choisir tout le temps, c'est pas bon parce que ça veut dire que l'autre, tu lui dénies le droit à exister. Mais il faut savoir aussi se prioriser quand tu sais que c'est bon pour toi, que c'est juste pour toi. Et donc, je rebondis sur le mot de justice qui est la maison en face, la maison du mariage, enfin du mariage entre guillemets. Elle doit fonctionner avec l'énergie de la balance, qui est une énergie certes régie par Vénus. Mais Vénus, c'est aussi les valeurs. Et donc, ce sont des valeurs de justice. La balance, elle est présente en tarot, avec la carte de la justice qui nous montre une femme avec l'épée et la balance de la justice pour équilibrer. Et l'équilibre, c'est en fait, c'est chacun son tour. Et du coup, c'est marrant parce que j'avais sorti cette carte-là, évidemment, là, je la retrouve plus, mais tu parles de poser des limites. Enfin, c'est pas le mot que tu as employé, c'est le mot de prendre sa place et de faire sa place. Et de ça, il y a un moment pour se choisir. De choisir, voilà. C'est ça, c'est ce mot-là. Et du coup, Centauri, ça pourrait être une indication pour toutes les personnes qui auraient besoin aussi de se choisir et d'arrêter d'être dans le service permanent à l'autre. Bon, c'est une proposition, hein. Je ne dis pas que c'est forcément que celle-ci, mais ça me faisait rebondir là-dessus. Et puis, tu as parlé de cette notion d'équilibre, de la balance, et ça me fait penser à Scléranthus, qui est dans cette espèce d'oscillation entre voilà, de ce manque d'équilibre aussi, et de cette, ça peut être oui, ça peut être non, ça peut être je prends, je donne. Enfin, il y a toujours cette notion aussi de choix et de dualité finalement. Alors, je ne sais pas si c'est que ça, la balance, évidemment que non. Non, mais là, je te parle de Scléranthus. La balance, c'est la recherche d'harmonie. Et en fait, nous, dans notre monde idéal, je ne connais pas une personne qui dirait, ou alors qu'elle lève le doigt et qu'elle se montre, mais qui dirait, je rêve de relations conflictuelles où je me bats tout le temps avec mon partenaire. Personne ne rêve de ça. Donc, il y a une recherche d'harmonie à la base, hein. La balance, elle a deux plateaux quand même, donc on recherche l'harmonie, mais cette harmonie ne peut fonctionner que s'il y a la justice. Et c'est là où on a l'épée, et c'est là où le tarot est d'une grande aide. Parce que tout est symbole, on a l'épée de cette justice qui demande qui montre la clarté mentale et l'identité. Le fait de savoir se prioriser et d'observer une situation avec lucidité. Parce que souvent, c'est la lucidité qui manque dans les dysfonctionnements du couple. On n'est pas objectif, on voit que notre part en fait, hein. On se met pas dans une posture non plus comme si on se mettait dans la peau de l'autre aussi pour regarder notre posture aussi. Et c'est vraiment très complexe. Alors sans faire forcément de dramatisation ou de théâtralisation par rapport à ça, ça peut être voilà des choses très psychologiques aussi. On va jouer le rôle de l'autre, mais de temps en temps, on devrait aussi savoir prendre de la hauteur pour comprendre aussi le point de vue de l'autre, c'est certain. Il est certain que souvent, quand on est jeune, mais chez beaucoup de personnes, ça perdure à l'âge adulte et même à la maturité, on va aborder l'autre avec une coupe, hein, la coupe, le cœur, rarement pleine. Oui. Rarement pleine. Et le premier réflexe, c'est d'attendre que l'autre remplisse ta coupe. Évidemment, on ne va pas aller vers quelqu'un qui va te vider ta coupe. Ou alors, si on la laisse vider, c'est qu'on espère autre chose en échange à ce prix-là. Tu vois, c'est complexe. Donc, on a une relation un peu donnant-donnant. Si je te donne, qu'est-ce que je reçois en échange? L'idéal, très difficile à atteindre, très, très difficile à atteindre, c'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Eh ben, c'est celle-là. Voilà, on est vraiment là-dessus, sur cette notion de donner et sans attendre en retour. Et cet échange ne sera pas forcément à la mesure de notre attente. Et ce don est dénué d'attente aussi. Alors là, Nathalie, permets-moi vraiment de faire une grande précision sur ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Si tu me suis un peu, tu sais que je me bats beaucoup contre les dérives du développement personnel et de ce que j'appelle le nouillage qui va mettre du bisounours, de la bienveillance et du non-jugement partout jusqu'à t'oublier et te transformer en flaque d'eau. L'amour inconditionnel, ce n'est pas tout accepter de l'autre parce que tu l'aimes, donc tu vas accepter qu'il te manque de respect, qu'il te trompe, qu'il soit pas là, enfin bref, qu'il soit absolument infect et odieux sous prétexte que c'est de l'amour inconditionnel. C'est pas ça. L'amour inconditionnel requiert une grande force mentale. C'est-à-dire que tu es ta propre colonne vertébrale. Tu t'aimes profondément, tu te respectes profondément. Et déjà, juste par ça, tu vas écarter, au niveau de la loi d'attraction, tu vas écarter tous les parasites.
Toutes les personnes qui viennent pour se servir, pour prendre et qui sont irrespectueuses, ça, elles n'auront pas accès à toi. L'amour inconditionnel, c'est que tu es parfaitement aligné avec toi-même. Donc, tu n'as pas de peur. Tu n'as pas la peur de l'abandon. Peut-être qu'il arrivera, mais en tout cas, tu abordes la personne en confiance parce que tu n'as pas peur. Tu te sens en sécurité, tu sécurises ta vie, tu te sens sûr de toi, tu n'as pas peur de l'abandon, tu sais que tu aimes, tu sais que tu attires de l'amour. Et là, tu vas vers quelqu'un en toute simplicité, en toute spontanéité, sans trop en faire non plus. L'amour inconditionnel, t'en fais pas des tonnes. Hein. Bien sûr. Tu fais juste ce qu'il faut au moment où il faut. Tu le fais et puis c'est bon. Et tu sais que tu as fait ce qu'il fallait comment dire, tu n'attends pas, par exemple, d'être plus aimé ou plus considéré. Tu sais que tu es aimé, tu sais que tu es considéré. Donc, tu le donnes comme un cadeau parce que tu sais que tu as déjà la bonne place auprès de cette personne. Mais pour ça, il faut déjà avoir une super image de soi. C'est ça l'amour inconditionnel. Donc, c'est très difficile à atteindre. Il faut sécuriser la base et la base, c'est soi. La base, c'est la lune, en fait. Une carte du ciel fonctionne avec la lune, l'enfant intérieur, les bases de la personnalité, la matrice et Saturne, c'est-à-dire l'adulte. L'adulte, voilà, c'est l'enfant et l'adulte. S'il y a un dysfonctionnement entre les deux, la personnalité est bancale. La personnalité est bancale, il y a insécurité, il y a frustration et donc automatiquement, c'est mathématique, hein. L'astrologie c'est mathématique, l'univers c'est mathématique. Automatiquement tu te tournes vers l'autre pour essayer d'avoir une béquille, pour essayer de combler. Ça c'est la position quand tu es en faiblesse. Et du coup, quand tu dis Valérie, c'est la lune, ça veut dire qu'il faut aller regarder la maison et le signe dans lequel se trouve. Ok. La lune est très importante parce que c'est elle qui est porteuse du yin. Et c'est valable pour tous les individus, quel que soit leur sexe. C'est elle qui est porteuse du yin, c'est elle qui est porteuse de ce qui sécurise. Tu vois, là où tu te sens bien. Tu vois, je te donne mon exemple, comme ça tout le monde va comprendre et je vais te parler de la grosse erreur que j'ai faite dans ma vie de couple. Mon ascendant est du signe du Cancer. Le Cancer est gouverné par la Lune, ce qui veut dire que dans mon affirmation de moi, pour pouvoir bien vivre une relation aux autres, je vais chercher à me sécuriser. Il faudra que je me sente en sécurité à tout point de vue. Et quand tu regardes ma carte du ciel, elle est où la Lune? Elle est en face, dans la maison du couple, ce qui veut dire que ma Lune, dans un premier temps, hop, je l'ai confiée à un conjoint. Sécurise-moi, je t'en prie. Et comme c'est une Lune en Capricorne, elle est hyper exigeante. Sécurise-moi émotionnellement, sécurise-moi matériellement, sécurise-moi. C'est waouh, c'est une grosse charge mentale en fait. Hein, voilà. C'est ça voilà, donc je mets cette grosse lune très lourde en pierre, très encombrante, je la balance dans les bras de l'autre. Waouh. Ce qui veut dire que le jour où l'autre, il veut plus ou il peut plus, ma lune, elle fait quoi? Elle est en déshérence. Donc, dans mon chemin de vie, j'étais amenée à récupérer cette lune moi-même et à nourrir moi-même ce sentiment. Toi, baliser ce chemin de sécurité toi-même. Voilà, j'ai dû apprendre à me sécuriser moi-même au lieu de confier ce soin à l'autre. Donc c'est très important, quand tu regardes une carte du ciel, de regarder s'il y a des planètes dans la maison du couple. Parce que là, tu pourras comprendre beaucoup de choses. Pourquoi tu en fais trop, ou pourquoi tu es aussi exigeante, ou pourquoi tu idéalises le couple, pourquoi tu n'es jamais contente, pourquoi tu as des relations qui changent tout le temps, pourquoi il y a de la violence, pourquoi il y a le pervers narcissique, la relation toxique, ou pourquoi est-ce que toi-même tu peux être perçu comme quelqu'un de toxique. On n'est pas tous du bon côté de la barrière. Oui. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps en disant, voilà, on va sortir, tu vois, les encens, la gousse d'ail, entre guillemets, mais voilà, c'était, je sais plus comment, pour parler des personnes toxiques, et c'est ce que je dis dans la vidéo, on est aussi des fois la personne toxique de l'autre, faut faire attention et restons humbles aussi, hein, parce qu'on voit toujours la toxicité dans l'œil du voisin, on va dire, mais on peut être aussi cette personne-là pour notre entourage, évidemment. Dans le couple, la toxicité se forme quand l'un des deux n'arrive pas à exister. Quand on n'arrive pas à exister, on a deux schémas. Soit on se met au service de l'autre, en espérant recevoir de la reconnaissance en échange. Soit on va chercher quelqu'un de plus faible que soi.
pour pouvoir le dominer et donc se sentir, se donner une impression de puissance. Et c'est là que se mettent en place les fameuses relations toxiques avec notamment les profils qu'on appelle pervers narcissiques. Le pervers narcissique à la base, c'est quelqu'un qui est mort de peur. C'est quelqu'un qui, en fait, c'est le colosse au pied d'argile. C'est quelqu'un qui donne une impression de force, et cette impression de force n'est possible que s'il a quelqu'un de faible sous lui, de plus faible que lui. Tu vois, si je veux faire un match de boxe avec un enfant de 10 ans, je vais gagner, évidemment. Et donc, je vais gagner un match de boxe contre un enfant de 10 ans, mais c'est minable. Ben, c'est exactement ça. Et quand tu prives le pervers narcissique de sa faible victime, il n'est plus rien. Il est perdu et sa violence se retourne contre lui jusqu'à ce qu'il trouve une autre victime. Donc la base en fait d'une relation de couple saine, c'est vraiment de travailler sur l'affirmation de soi, mais sans prendre l'autre comme punching ball, en faisant ce qu'on aime, en étant vraiment dans des positions qu'on aime, en se rendant justice, en étant juste avec soi-même, ce qui veut dire en apprenant à poser des limites, rôle de la lune, on apprend à dire non aussi, et on apprend à donner à sa vie, ça c'est le rôle de Mars, on apprend à donner à sa vie l'orientation que l'on souhaite. Alors on ne peut pas le faire tout le temps, on ne peut pas le faire en début de vie forcément, mais à un moment de vie, on a la possibilité de le faire. Et quand tu es sur tes rails personnels, que tu es aligné avec toi-même, que tu es dans ta direction, que tu poses tes limites et que tu sais que personne ne viendra polluer l'eau de ta piscine, mais à ce moment-là, l'autre il n'y a aucun problème, il vient, il prend sa place. Et les choses sont beaucoup plus simples. Mais il faut du temps pour arriver à cette compréhension. Oui, c'est ça. C'est vraiment un chemin de découverte de soi finalement, parce que c'est pas toujours acquis dès la naissance. Hein. Parce qu'on peut être encore dans ce rôle de sauveteur, de vouloir absolument aider l'autre ou d'arriver comme un justicier aussi dans la vie de l'autre, ce qui n'est pas forcément l'attente non plus. Et c'est pas toujours le rôle qui nous est attribué finalement. On est des fois en décalage aussi avec notre besoin essentiel finalement. Hein. Dès qu'on a une attente compulsive, viscérale, tu vois, vis-à-vis de l'autre, ça va pas aller. Oui, c'est clair. Ça va pas le faire. Si on veut absolument le sauver de ses démons, on va se perdre dedans. Si on attend de l'autre qu'il soit la béquille, combien de fois j'ai entendu, on me disait, ah mais Valérie, je veux tellement rencontrer quelqu'un. Et moi je demande toujours, mais pourquoi tu veux rencontrer quelqu'un? Ah ben parce que c'est plus facile à deux. Qu'est-ce qui est plus facile? Les factures. Donc tu demandes à l'autre de gérer la moitié de ton compte bancaire, mais moi tu me fais une telle proposition, je m'en fuis. Oui, c'est clair. Mais je ne te rencontre même pas en fait. Comment te dire? Mais voilà, c'est plus facile à deux. Ou alors j'ai tellement envie de partager. Oui, c'est humain, mais déjà apprends à contempler par toi-même. Et ça viendra progressivement, parce que si tu as tellement envie de partager, tu n'es pas capable d'apprécier par toi-même, tu n'apprécies pas. Au lieu de regarder, de te dire que c'est beau, tu vas te dire oh, ce serait tellement mieux si j'avais quelqu'un. Et tu gâches le moment présent. C'est vrai. Voilà. Évidemment qu'on peut faire un beau bout de chemin avec l'autre, mais il faut savoir pourquoi on veut quelqu'un d'autre. Moi, quand je me suis mariée, je voulais fonder une famille. Je la fondais avec quelqu'un. Voilà. Mais il y avait des petites choses sous-jacentes derrière, que j'ai découvert ensuite pour moi, et dont j'ai fait les frais, tu vois. Donc c'est très important de se dire, qu'est-ce que j'attends de l'autre aujourd'hui dans une relation? Et donc de bien connaître ses attentes, est-ce que je suis capable de répondre moi-même déjà à mes propres besoins, à mes propres désirs? Est-ce que je suis capable de payer mes factures? Est-ce que je suis capable de partir déjà en voyage seul, ou au cinéma seul, ou voir une expo seule, et d'apprécier pleinement la chance que j'ai? Ou est-ce que je vais passer mon temps à me dire « Oh, ce serait mieux si l'autre était là ». Voilà. Tu vois, c'est ça qu'il faut se demander aussi. Et donc, le vide peut provoquer beaucoup d'angoisse. Et est-ce que tu aurais des fleurs de bac, justement, pour l'angoisse du vide? Ça peut être ça, tu vois, chicory aussi, c'est une forme aussi de peur de l'abandon aussi, hein, tu vois, c'est, bon alors elle va pas être caractérisée comme ça, mais sous ces travers je te donne beaucoup et j'attends en retour, ben d'une certaine façon, c'est pareil, tu vois, ça comble aussi une forme de manque en soi, parce que
à quoi bon aussi attendre en retour, une fois que tu as donné, c'est OK. Mais après, les peurs viscérales, ça peut être mimulus, la peur vraiment concrète, hein, la peur que l'autre ne soit pas là, la peur d'être seul aussi. Hein. Tu vois, c'est la fleur des peurs qui sont bien identifiées. Et puis après, bah, il peut y avoir aussi de la victimisation, tu vois. Mais pourquoi je suis seule et c'est trop injuste et je tombe jamais sur la bonne personne, etc. Ça, c'est Willow. Alors, c'est pas forcément lié à une peur, mais voilà, ça peut être aussi une posture, tu vois, de vie, d'être toujours dans cette revendication, d'être moins loti que les autres, en fait, tu vois. Et en gros, de ne pas se rendre responsable non plus, c'est-à-dire de ne pas forcément se remettre en question et d'attendre que l'autre arrive sur son cheval blanc. L'attente du sauveur, ça c'est un piège où on tombe très très facilement. Très très facilement. L'attente du sauveur. Non, il ne viendra pas. Là, je l'ai expérimenté et j'ai vu des personnes de ma communauté dans cette vibration-là. Non, le sauveur ne vient pas. Le sauveur ne vient pas. Ou alors tu peux croiser des personnes en pensant que c'est le sauveur, mais non, c'est pas le sauveur. La personne, elle a sa propre vie à mener. Son job, c'est pas de venir te sauver. Elle a autre chose à faire et c'est normal. C'est à toi de te sauver. Sauve-toi. Si quelqu'un vient te sauver, mais tu vas devoir payer la facture tôt ou tard. Donc le process, il va recommencer. Quitter quelqu'un sans avoir guéri ses blessures, en se disant qu'on a cette fois rencontré la bonne personne, mais on ne s'est pas remis en question, mais c'est une grave erreur. C'est pour ça qu'on a souvent des divorces multiples, des séparations multiples, parce qu'on change de partenaire, mais on garde les mêmes vêtements. Et là, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Mais c'est très difficile aujourd'hui, parce que je ne pense pas tellement pour les femmes de notre génération. Hein, on a à peine dépassé la cinquantaine, là, je dirais. Ouais, mais je pense que c'est beaucoup plus difficile. C'est plus difficile pour les femmes aujourd'hui entre 20 et 30 ans parce que les codes de la société ont énormément changé. Les codes hommes-femmes ont terriblement changé. Hein. On a vu ça déjà quand on a fait notre rendez-vous de préparation toutes les deux. Hein, on a évoqué ces fameuses années 80 où la femme se masculinisait à outrance et où l'homme se féminisait à outrance. Donc, personne ne savait plus quel était le rôle de l'autre. Et puis, on a vu ensuite tous ces scandales sexuels hein, et qui ont quand même mis en lumière qu'on n'apprenait pas aux femmes à se défendre. Tu vois, on n'apprenait pas aux femmes à se défendre. Donc, c'est très bien de punir et de stigmatiser les prédateurs et tout ça, mais il faut aussi apprendre aux femmes à se défendre. On n'est pas né pour être victime. On n'est pas né pour être victime. Non. On doit se défendre. L'homme, comme tout le monde, a des parties vulnérables sur son corps qu'il faut attaquer si on se sent en danger. Voilà, je m'exprime assez crûment. Et puis, on assiste aussi, à travers les médias et tout ça, à une survalorisation de la sexualité. Tu vois, qui t'oblige à la supprimer, qui t'oblige à la considérer comme sacrée, qui t'oblige à mettre le baromètre, les talons-mètres très haut, faire l'amour tous les jours, tout le temps, avec grimper au rideau à chaque fois, et en plus ça doit être un acte sacré. Mais attends, mais c'est énorme la pression qu'on met sur un couple, mais c'est énorme. Et si on laissait les gens être eux-mêmes tout simplement, avec les envies qu'ils ont, les désirs qu'ils ont, et c'est tout. Tu vois? Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que là, il y a une énorme déviance qui se met en place et on est dans un énorme déséquilibre de la société. Ni l'homme, ni la femme n'ont leur place aujourd'hui. C'est ça. C'est-à-dire que la femme reprend une place dont elle avait été exclue depuis des millénaires. Mais là, elle est en train d'exclure l'homme. Et la société ne peut marcher qu'avec l'homme et la femme, quel que soit leur goût en matière de couple. Hein. Je ne parle pas d'hétérosexualité ou d'homosexualité. Je parle du principe masculin, du principe féminin dans tous les domaines de vie. Tu vois, chacun a sa place. Chez l'homme, le yin doit soutenir le yang. C'est le yang qui est au premier plan. Chez la femme, le yang soutient le yin. C'est le yin qui est au premier plan. Mais tous les deux, ils ont 50-50. Ils cohabitent. Ils cohabitent en permanence. C'est clair.
Voilà, simplement, on va dire que l'homme, il a un profil qui va le pousser davantage vers des actions yang. Par exemple, il a plus de force musculaire, donc il va soulever des poids qui pour nous seraient vraiment très très compliqués. On serait obligé de se mettre à 2 ou 3 pour y arriver, lui il va le faire seul. Et les femmes, elles ont une yin comment dire, qui est plus active pour tout ce qui est procréation, etc. Tu vois? Ou bien des domaines artistiques ou un imaginaire peut-être plus développé que celui de l'homme lambda. Bon, c'est très schématique hein, ce que je dis là. Hein. Bien c'est sûr. très schématique. Il y a des hommes très artistes qui ont une ligne très très développée. Mais l'équilibre est là. Chacun doit être à sa place. Or aujourd'hui, ils ne sont pas à leur place. On a un grand problème là. Ils ne sont pas à leur place. Moi, je plains toutes celles et tous ceux qui ont entre 20 et 30 ans. Comment ils vont faire pour se retrouver là dans le couple? Et on a le wokisme qui n'arrange rien. Ouais, alors là, pour le coup, il y a une grosse pression sociale sur cette injonction absolument à valoriser la sexualité et les choix d'orientation, genre, je comprends pas en fait. Et je trouve que ça peut être très toxique en fait. C'est très compliqué, je trouve, après à vivre. Moi, j'ai envie de proposer la fleur walnut là, dans les moments où justement il y a trop de pression sociale et qui nous perturbe et qui nous empêche d'être dans notre pouvoir personnel aussi de cette créativité et qui va nous dévier aussi de nos propres pensées finalement. C'est quelque chose qui est propre à l'Europe, hein, à une partie de l'Europe et je pense à une partie des États-Unis. Tu vois, tout ce qui est plus dans l'hémisphère nord. Ouais. Parce que quand tu regardes l'hémisphère sud, parce que l'Européen, le Nord-Américain, ils ont tendance à croire que la Terre entière tourne autour d'eux, ce qui est absolument faux. Quand tu regardes l'énorme population de l'hémisphère sud, avec le continent africain, le continent indien, mais tu n'as pas ces problèmes-là. Hein. Tu n'as pas ces problèmes-là. Ils fonctionnent de manière beaucoup plus spontanée, beaucoup plus simple. Alors, en fonction des zones religieuses, il y a des interdits et tout, mais ces problèmes existentiels, déjà, de quel sexe suis-je, ils ne se les posent pas, tu vois. Et là, c'est gravissime pour le couple, parce que un couple harmonieux est fondé sur des identités qui sont conscientisées par chacun. Si on te met en tête que l'identité que tu as déjà en te regardant, pour savoir si tu es un homme ou une femme, moi je dis regarde comment tu fais pipi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si on te pousse à remettre ça en doute, c'est gravissime. C'est gravissime. Je ne parle pas des cas rarissimes où la nature a mal fait son travail et où il y a un vrai problème. Je ne parle pas de ça, c'est rarissime. Je te parle vraiment de ce schéma de pensée qui est en train d'être inculqué à des personnes qui, en temps normal, ne se seraient jamais posé la question. Comment veux-tu faire un couple avec ça? Comment veux-tu faire un couple avec ça? Ou alors, on va arriver dans des schémas qu'on commence à voir déjà très très compliqués. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que là, on va sortir du thème, mais ça donne des versions de couples qu'on découvre et on se demande est-ce qu'elles seront viables, enfin, dans quelles conditions elles vont être viables et quelle route prend la société dans l'idée du couple. Et si on revenait à plus de simplicité, tout simplement. Je pense que les gens, en grandissant, un individu quand il grandit, est suffisamment intelligent et mature pour savoir qui il est, qui il aime pas, et comment il envisage son partenariat amoureux. Voilà. Il est assez grand pour le trouver lui-même. Complètement. Tu vois, et ça ne date pas d'hier, mais là, on a... tu sais même plus qui tu es, mais tu es qui? Mais t'es rien, tu n'existes pas, en fait. T'es pas un garçon, t'es pas une fille, t'es quoi? Tu es une herbe. Tu es quoi? Tu es quoi? Tu vois, la nature elle-même est genrée. Bien sûr. Après, c'est pareil, il y a quelques exceptions, mais ça reste quand même que des exceptions. Tout à fait. Et c'est pour la croissance, on a besoin de ça pour la croissance. Bien sûr. La croissance des espèces. Et puis pour la pollinisation, pour tout en fait. Hein, les espèces se reproduisent avec ces polarités aussi. Voilà. Donc, je me dis, dans tout ça,
toute cette histoire de couple, on dépasse le domaine de l'astrologie. Là, on est vraiment, ou même des fleurs de bac, on est vraiment dans un domaine sociétal parce qu'il y a des injonctions sur l'individu qui vont peser ensuite sur la nature du couple qui va fonder. Si on laissait les individus à leur réflexion personnelle, tout simplement, si on arrêtait de s'en mêler, et si on arrêtait de survaloriser tel truc ou tel truc, c'est pas parce qu'un homme n'aime pas changer les couches et donner le biberon qu'il va être un mauvais père. C'est pas parce qu'une femme n'allaite pas qu'elle va être une mauvaise mère. C'est pas parce qu'une femme n'a pas envie d'avoir des enfants qu'elle ne sera pas une femme. Ou qu'elle ne sera pas mère, parce qu'elle peut l'être aussi à sa façon. Exactement, ou qu'elle ne sera pas mère. Il n'y a pas de schéma tout fait. Il n'y a pas de diktat à avoir. Chacun prend sa place. L'essentiel, c'est qu'il y ait l'équilibre, tu vois. Et ça, c'est une notion qui est personnelle. Complètement. C'est une notion qui est personnelle. Tu vois, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, qui était un couple très atypique, avaient réussi à trouver un équilibre, qui était fondé sur un énorme déséquilibre, tu vois. Mais voilà, mais ils avaient décidé que ce serait comme ça. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnaient. Tu vois. Donc je pense que ça, c'est hyper personnel. Le tout est de savoir qui on est. Et quand tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vas accepter de l'autre en face. Et du coup, si on revient entre guillemets à l'astrologie par rapport à ça, il n'y a pas de planète en particulier ou de maison en particulier, voilà, ou des nœuds nord ou des trigones ou de je ne sais quoi qui vont déséquilibrer tout ça, on est d'accord. Il y a des points de repère, il y a l'axe maison 1, maison 7. La maison 1, c'est moi, la maison 7, c'est l'autre, donc c'est là où on va trouver les infos sur le mariage. Il y a la maison 4 qui représente le foyer. Au début, c'est le foyer natal, ensuite, c'est le foyer que tu vas créer, et puis c'est les bases de la personnalité. Puis bien sûr, il faut regarder Vénus. Il faut regarder la Lune, surtout pour un homme, ça va correspondre au type de femme qui le sécurise. Il faut regarder Vénus pour tout le monde, et puis il faut regarder Mars. Pour un homme, Mars, c'est la sexualité. Et pour la femme, Mars, c'est important parce que ça permet de voir comment elle se positionne, si elle est capable de répondre à ses propres désirs, de prendre des initiatives, de les faire vivre, tout ça. Mais vraiment, c'est la maison 7. Alors, une maison 7 qui est chargée, c'est sûr qu'il va y avoir du monde là-dedans, il va y avoir des défis là-dedans, mais c'est pas parce qu'une maison est vide qu'il se passe rien. Ça, c'est-à-dire que la maison, elle a un signe. Le signe est gouverné par une planète, donc il faudra aller regarder comment se porte la planète qui gouverne la maison du couple. Pour voir si elle aura une incidence plutôt couple professionnel ou plutôt couple privé. Si elle va indiquer un couple qui va se chercher ailleurs ou pas. Tu vois? Donc, mais ça, c'est quelque chose qu'on fait vraiment au cas par cas. Bien sûr. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait au cas par cas, mais c'est très très riche d'enseignements. Oui, c'est vrai que la Saturne dans la maison 7, c'est compliqué. À la base, c'est compliqué. Tu peux vivre ce Saturne de différentes façons. Tu peux assumer toutes les responsabilités au sein du couple ou bien au sein de tout partenariat. Donc, ça peut te pousser à t'isoler. Tu peux te montrer très élitiste et ça va te pousser au célibat. Ou bien l'image du père est très présente et tu vis le couple comme une espèce de frustration parce que personne n'arrivera à l'échelle de papa. Enfin, tu vois, tu as plusieurs possibilités, mais c'est jamais facile d'avoir par exemple un Saturne dans la maison du mariage. Ça peut donner des mariages tombeaux. Tu sais, les mariages qui durent longtemps, où on est marié depuis 40 ans et on s'aime plus et on se hait. Et en fait, on reste là parce que j'en ai vu des personnes comme ça, avec des mariages tombeaux, et qui restaient là et qui en souffraient. Est-ce que c'est pas plus spécifique à une forme de génération plutôt, tu vois, de nos parents ou de... Est-ce que ça perdure encore ce genre de mariage tombeau? Ça peut. Nos parents, dépend des cultures, tu me diras. Mais bon. Alors, nos parents et nos grands-parents le faisaient parce qu'on ne divorçait pas. C'est ça, c'était un principe. On ne divorçait pas. Mais tu vas aussi avoir des personnes qui ne supportent pas d'être seules. Oui. Et qui vont rester longtemps dans le mariage tombeau par peur. Peur d'être seule, peur de se retrouver en précarité financière, peur de ceci, peur de cela. Or, dans un chemin de vie, toutes les actions qui sont dirigées et motivées par la peur conduisent tôt ou tard à l'échec. Voilà. Au début, tu penses que tu t'es mise en sécurité. Cette sécurité est illusoire. Parce que tôt ou tard, ça va se retourner contre toi. Tu te seras mis dans une sorte de prison. Voilà. Donc, j'ai vu une histoire comme ça se passer
Deux personnes se sont rencontrées, deux mariages tombeaux. Elles sont tombées amoureuses, l'une de l'autre. L'une des deux personnes a quitté son conjoint en disant qu'elle ne voulait pas rester dans ce mariage tombeau. Il fallait le faire, hein. Elle a quitté du gros, elle a quitté du lourd, mais elle a pris les choses en main et elle s'est installée seule. Bref. L'autre est restée enfermée dans son mariage tombeau, par sécurité. C'était le terme que cette personne employait, par sécurité. Eh bien, elle est passée à côté de l'autre personne, qui a continué sa route. C'est terrible, ça. C'était deux personnes qui étaient vraiment faites pour être réunies, mais on a toujours le libre arbitre. Bien sûr. La peur a maintenu l'autre sur place. Et cette chance ne reviendra pas. Parce qu'il arrive un âge où, très mathématiquement, tu as moins le temps pour que les opportunités se présentent. Donc là, c'était une opportunité inespérée à un âge déjà assez mûr. La personne l'a laissé passer. C'est comme ça. Voilà. On est toujours sur Mimulus, tu vois, avec ce besoin de sécurité, de baliser justement par peur, mais du coup, comme tu le dis, voilà, et la notion d'équilibre, elle est toujours présente, c'est-à-dire vraiment se faire confiance. Mais tu sais, on arrive à voir, moi je ne suis plus en couple depuis plusieurs années, et je le vis bien, donc j'observe ce qui se passe autour de moi, et je vois des intrusions. Je dis, franchement, les gars, les filles, là, même dans le couple, là, posez des limites, parce que quelqu'un qui vous aime vraiment vous écoutera. Et quand je suis avec, par exemple, des amis, et que je les vois qui commencent à flipper dès midi, parce qu'il faut qu'elles rentrent pour faire à manger, pour monsieur qui attend, j'éclate de rire intérieurement. Tu vois, je me dis, mais c'est quoi ça? Où est ta liberté individuelle? C'est incroyable. Tu vois, tu as des intrusions dont on ne s'aperçoit pas. Mais on partage, le couple, c'est quand même deux personnes qui vont partager le même espace de vie. Et puis petit à petit, il y en a une des deux qui va prendre la main sur l'autre et qui va imposer son timing. Et du coup, je me pose la question de savoir, est-ce que c'est la personne qui dit il faut que je rentre pour préparer le repas? Est-ce que l'autre est dans l'attente de ce repas ou est-ce que c'est la personne qui décide de te quitter pour aller retrouver l'autre, préparer le repas parce qu'elle se donne ce rôle-là et elle a le sentiment que si elle ne le fait pas, elle n'honore pas son propre contrat. Parce que des fois, tu vois, c'est dans cette posture aussi qu'on se met dans ce rôle du l'autre m'attend alors que l'autre ne va pas mourir de faim en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a les deux cas de figure, évidemment. Hein. Il y a celui tu as tous les cas de figure. Hein. Tu as la personne qui estime que c'est effectivement son job, ça part du marché. Tu en as pour qui l'autre sera effectivement en attente. Tu en as qui vont amplifier l'attente de l'autre parce qu'elles ont besoin de se rendre indispensables pour être sûr qu'on ne les quittera pas. Tu peux avoir toutes sortes de scénarios derrière, tu vois. Mais le fait est qu'il y a une grande différence entre la personne qui dit bon, allez les filles, je viens avec vous, mais je vous préviens, hein, à midi, j'y vais, parce que j'ai fait... Voilà, et tu sens que c'est fait avec joie et bonne humeur, qu'elle va partager son temps allègrement. Et puis, l'autre personne qui va, à contre-cœur, dire oh, déjà midi, ouais, bon, allez, faut que j'y aille, il faut que j'aille faire à manger à Zom, enfin bref. Oui, c'est sacrificiel, c'est sacrificiel. Et bien là, on est encore dans la posture de victime aussi. Hein. Ouais. Et là, je dis, mais... Est-ce que tu sais poser tes limites? Est-ce que tu sais garder du temps pour toi? Bien sûr. Visiblement, non, puisque tu n'as pas envie de partir. Si tu avais vraiment le loisir d'avoir tout le temps qu'il faut pour toi, tu serais parti de bonne humeur. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, il y a toujours un risque d'aliénation dans le couple. Donc, ce sont des choses qu'il faut étudier. Ça peut être des traits de caractère de la personne. Tu sais, on peut retrouver cette tendance à l'aliénation chez des personnes qui, dans leur fratrie, quand elles sont nées, se sont senties très différentes, avec beaucoup d'énergie verso, tu vois, très différentes de leur milieu d'origine, un peu comme le vilain petit canard, et qui, pour se faire accepter, ont toujours fait ce que les autres voulaient, pour pouvoir être acceptées. Donc elles n'étaient pas acceptées pour ce qu'elles étaient, elles étaient acceptées pour ce qu'elles donnaient, pour ce qu'elles faisaient. Tu vois. Donc, quand on entame une vie de couple,
avec une telle posture, ça ne peut qu'aller à l'échec. Échec, ça ne veut pas dire forcément une séparation, un divorce. Ça veut tout simplement dire que tu n'es pas épanoui dans ton couple. Oui, c'est une insatisfaction et une douleur aussi au quotidien, hein, qui n'est pas forcément. C'est pas de la paix, ça. Hein. Voilà. Et puis, ça veut dire que tu vas surinvestir ce que tu fais avec l'autre. Si le jour où l'autre, il n'est plus là, parce que c'est ce que j'ai été amenée à rappeler récemment, c'est qu'un couple a toujours une fin. Ça peut être la séparation, mais ça peut être le deuil aussi, qui arrive parfois de manière très brutale. Et si tu as pris l'habitude de tout mettre sur l'autre, de mettre ton centre sur l'autre, comment tu vas faire quand il ne sera plus là? Tu vas t'écrouler. Voilà. Donc, même quand la relation est très belle et que l'autre est absolument adorable et à l'écoute et tout, mais ne mets pas ton centre sur qui que ce soit. Garde ton centre pour toi, que tu sois homme ou femme. Garde ton centre sur toi. Parce que quand la relation finira, parce qu'elle finira, tu vas rester droite. Elle finira soit par une séparation, soit par un décès. C'est inéluctable. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Voilà. Donc, il faut pouvoir continuer à avancer quand même. C'est jamais agréable de parler de ces choses-là, hein, mais c'est la réalité. Donc, on peut y travailler tout de suite. On garde son centre. On garde son centre pour soi. Voilà. On en revient à Centauri, tu vois, voilà, se donner aussi la première intention et puis poser des limites et servir, mais pas au détriment de soi, en fait, hein, avec ce juste équilibre. Jamais. Servir, oui, parce qu'il n'y a rien de plus beau que de se sentir utile. C'est clair. Mais tout ce qui est don de soi doit être librement consenti. Librement consenti. Sinon, ça devient du sacrifice ou ça devient du monnayage. C'est ça. Je le fais en espérant qu'en échange, tu. Parce que. Exactement. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec la fleur chicory. C'est soit l'une, soit l'autre. Après, ça peut être autre chose encore. Hein, mais bon, on est vraiment sur le sacrificiel et on est sur la monnaie d'échange. Hein. Il y a une attente. Donc, c'est un jeu stratégique aussi qui est des fois inconscient, mais qui est des fois extrêmement conscient aussi. Hein. Ça, je l'ai bien vécu, les attentes, hein, des deux côtés. Hein. J'avais des attentes vis-à-vis de mon ex-mari, mais qu'il y avait aussi des attentes de son côté, voilà, et auxquelles je ne pouvais pas répondre. Donc, forcément, ça a été au clash. C'était mathématique, c'était logique. Ça a pris du temps, mais ça s'est fait. Ouais. L'amour ne suffit pas. Comment? L'amour ne suffit pas. Non, parce que justement, je me pose la question de savoir, est-ce qu'on est en capacité d'aimer quand on est dans cette forme de déséquilibre? Je ne suis pas certaine, en fait. On croit qu'on joue au jeu de l'amour, mais je ne suis pas tout à fait certaine que ce soit véritablement de cet amour dont on aspire tant, finalement. C'est pas ça, il n'y a pas de sérénité. Il n'y a pas de sérénité, ou alors tu penses qu'il y a une sérénité, mais si un regard extérieur te montrerait que tu es complètement ficelé à l'autre, que ton centre est dans l'autre. J'en vois hein, des personnes voilà, qui se gargarisent un peu d'une vie de couple très très épanouie, très réussie. Quand tu relis leurs propos, tu t'aperçois qu'en fait, elles sont complètement ficelées à l'autre. Et le jour où l'autre il n'est plus là, c'est catastrophique. C'est complètement différent, tu vois, donc il faut faire vraiment attention à ça. Et non, on ne peut pas aimer quand on est en déséquilibre. C'est pas de l'amour. Ça s'appelle pas de l'amour pour moi. L'amour, c'est un don librement consenti. Tu vois, l'amour, c'est quand tu es vraiment... C'est la cerise sur le gâteau, quoi. C'est la crème chantilly. Tu vois, parce que ton gâteau, il est fait, tu l'as fait, ton gâteau, il est bon, tu as déjà ton gâteau. Et puis, tu vas monter une magnifique crème chantilly juste pour faire plaisir. Tu vois, c'est ça. Juste pour faire plaisir. L'amour, ça ne devrait pas être des obligations et des contraintes. Mais ça, c'est une version très idéalisée que j'en ai. Parce que le quotidien qu'on a oblige à rester avec quelqu'un, même quand on ne l'aime plus. Parce que
on a des traites à payer, parce qu'on a des enfants petits à élever, parce qu'on est partenaire dans le même business, parce que reprendre ses billes chacun, ça coûterait beaucoup trop cher. Donc, on est obligé de faire des concessions, mais c'est monstrueux. En fait, il y a tellement d'enjeux sous le nom couple que c'est pas dénué, justement, c'est pas libre en fait. Il ne devrait pas y avoir autant d'enjeux finalement. Tu sais, je vais te dire un truc. Au début de mon mariage, même avant, hein, déjà très jeune, j'avais du mal à envisager mon mari et moi sous le même toit. Ah ouais, tu étais très très avant-gardiste alors. Oui, instinctivement, pour moi, il fallait avoir son chez-soi chacun, mais tout près, tu vois, tout près, et puis passer de l'un à l'autre en s'invitant. C'est pour ça que tu parles de Sartre et Simone, voilà, tu vois, c'était un de tes exemples alors. Voilà, et c'est vraiment ça. Pour moi, c'était ça. Et on s'aperçoit en fait que la mésentente dans le couple arrive, alors c'est amplifié quand il y a des petits, hein, quand il y a des enfants, c'est pire. Mais la mésentente arrive quand les gens se marchent dessus, quand ils n'ont pas d'espace. Moi, c'est un truc que j'ai toujours fait, j'ai toujours cherché à me créer un espace, une pièce à moi. J'ai toujours eu la possibilité de le faire. Voilà, une pièce à moi. Voilà. Ça, c'est important d'avoir son espace dans un couple. C'est hyper important que tu aies du temps pour toi et un petit endroit pour toi. Ça peut pas être une pièce pour tout le monde, mais ça peut être par exemple un petit coin que tu vas aménager, tu vois, 1 mètre carré, mais où tu auras ton petit tapis de jute, ton coussin moelleux, ton thermos avec ta tisane, tu vois, ton petit endroit à toi avec même peut-être un petit paravent pour t'isoler de temps en temps. C'est ça qui est important, d'avoir son petit jardin secret. Et un petit peu de temps pour toi. Bon, alors ça varie en fonction de l'organisation de vie de chacun. Mais comme je dis, ne serait-ce que une fois par semaine, tu t'accordes une grande marche d'1 heure dans le parc près de chez toi. Ce petit moment, il est pour toi. Voilà, tu vois, c'est ça. Et si on n'a pas ça, on a l'impression de se faire bouffer par l'autre, qui va dire mais il faudrait ci, il faut que tu fasses ça, qui va mettre ses propres demandes, tu vois, qui vont se rajouter à tes propres besoins, à tes propres demandes. Et là, c'est abominable. Si le couple ne coopère pas, justement, pour que les demandes soient mises en commun et résolues en fonction des compétences de chacun, il y en a un des deux qui va récolter le maximum. Et ça va être très compliqué pour lui. Ouais. C'est compliqué hein, parce que voilà, quelquefois on n'ose pas le dire et on se dit bon, je vais passer pour l'enquiquineur, l'enquiquineuse et en même temps il faut communiquer, c'est très très compliqué et on ne trouve pas ces moments-là des fois pour cette rencontre de communication pour se dire et s'exprimer et ne pas laisser aussi le truc déborder après qui part en autre boudin parce qu'il n'y a pas l'expression aussi de toutes ces envies, ces frustrations finalement. Mais qu'elles soient des injonctions personnelles que l'on se donne à l'autre ou que l'autre nous induit, tu vois. Je trouve que c'est... On manque terriblement, je trouve, de rencontres dans le couple aussi pour la relation finalement, tu vois. Il y a deux personnes, mais la relation, des fois, on s'en fout en fait. Et je pense que c'est un tort finalement. Je vais te raconter quelque chose. Au-dessus de chez moi, il y a un jeune couple qui vit. Ils sont très gentils, ils viennent d'avoir un bébé. Le bébé a peut-être 7-8 mois. Ils n'arrêtent pas de s'engueuler. Ils sont au-dessus, hein, on est aux Antilles, hein, donc tout est ouvert, donc j'entends. Et puis ça parle fort. Et puis ils s'engueulent en créole, hein, ce qui veut dire que ça y va. Ils s'engueulent H24. Donc le bébé grandit déjà au milieu de ça. Et j'entends ce qu'ils se reprochent. C'est des trucs du genre je t'ai dit que j'ai vidé la poubelle, il y avait des os de poulet dedans. Non, mais tu vois, ça va là, ça descend jusque là. Et c'est sans arrêt des engueulades. Et tu entends l'homme qui dit à sa compagne mais ferme ta bouche, je te t'ai dit. Et elle qui gueule, tu n'as pas à me dire ça que je te... C'est épouvantable. Ouais, c'est épouvantable. Et c'est des gens bien élevés, aucun souci, mais c'est un jeune couple qui vient d'être parent. Ils ne vont pas en avoir pour longtemps, comme ça, tu vois, c'est épouvantable. Ils ne se parlent pas, ils crient. Ils n'ont pas su exposer leurs attentes. Elle vient d'avoir un enfant, forcément les besoins respectifs changent, ils n'ont pas su définir ça et se dire voilà comment on va faire.
Donc ils gueulent. Ils gueulent, ils se détestent maintenant. L'enfant vit au milieu de parents qui gueulent. Et je pense que dans quelques mois, elle élèvera son enfant seule, comme beaucoup de femmes ici. Oui, du coup, on avait évoqué ce sujet-là sur la place de l'absence de l'homme à la Martinique. Tu m'avais dit qu'il y avait quand même une posture particulière aussi, parce que encore une fois, voilà, là on est en métropole, on parle de façon très généraliste, mais c'est vrai que dans certains coins du monde, ben, ça se passe différemment, quoi. La Martinique est complètement à part. C'est une société qui est matriarcale. Pourquoi? C'est parce que la femme, déjà, les populations amérindiennes, les enfants étaient élevés par les femmes. D'accord? Ensuite, quand les colons sont arrivés, la traite de l'esclavage s'est mise en place. Donc, beaucoup de femmes esclaves se faisaient engrosser, enfin, violer par le maître, qui ne reconnaissait pas ces petits mulâtres. Donc, elles élevaient leurs enfants seules. Celles qui pouvaient se mettre avec un homme esclave lui aussi, bah, ils ne restaient pas, ils bougeaient, ils allaient de plantation en plantation. Donc, s'est mise en place assez rapidement une trame de société où la femme élevait les enfants seuls, même chez les Békés. Même chez les Békés. Les Békés, c'est les colons. Hein. Même chez les Békés, c'est la femme qui gérait les enfants. L'homme Béké était trop occupé à courir à droite à gauche pour diverses raisons. Et chez les mulâtres, c'est-à-dire le mélange noir-blanc, chez les mulâtres, c'était pareil. C'était pareil. Il est fréquent qu'en Martinique, l'homme ait plusieurs ménages et des enfants de plusieurs lits, qu'il ait plusieurs femmes. Il a sa femme, il a la première maîtresse, il a la maîtresse secondaire et les maîtresses accessoires. Okay. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, les femmes sont ce qu'on appelle des potomitans, c'est-à-dire des poutres maîtresses de la famille. Et on présente ça comme une fierté. Moi, je dis que ce n'est pas du tout une fierté que d'être le potomitan de la famille, parce que ça veut dire que c'est sur ton dos que tout repose. Bien sûr. Et comme les femmes ont pris l'habitude de fonctionner comme ça, les hommes n'ont plus leur place. Non, et on arrive à une génération... On arrive à une génération de jeunes hommes martiniquais qui voudraient prendre leur place. Et ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Je discutais avec un jeune homme qui vient d'avoir une petite fille de 5 mois. Il m'expliquait qu'à chaque fois qu'il voulait changer, il voulait s'investir dans la petite. Donc il voulait changer les couches, donner le biberon. À chaque fois qu'il voulait le faire, sa femme était derrière en train de lui dire « c'est pas comme ça qu'il faut faire, tu sais pas faire, rends-la moi ». Il va finir par renoncer lui aussi. Tu vois? Donc on a un matriarcat qui est très très fort, où en revanche les femmes savent se défendre. Ah, ça, elles se défendent. Ça, elles se défendent, mais qui est très fort et où l'homme n'a pas sa place. Et c'est très très difficile d'exprimer, dans une telle configuration de société, d'exprimer ses sentiments et d'avoir un dialogue. C'est très très difficile. Ça, je m'en suis aperçue très jeune. Hein. C'est pour ça que je n'ai pas voulu fonder de famille ici. Je n'ai pas épousé un Antillais. Je n'ai eu aucune attache ici pour mes enfants. Parce que c'est vrai que c'est un modèle de société qui, déjà très jeune, me faisait froid dans le dos. Parce que je l'ai vu dans ma famille. Mon grand-père avait une deuxième femme et 4 enfants. Que ma grand-mère prenait de temps en temps le plus jeune chez elle. Tu vois, et je ne savais pas que c'était l'enfant de mon grand-père. Donc, tu as une vision très faussée du couple avec ça. Tu te dis, waouh, ça, je ne veux pas. Donc, c'est un monde qui est très, très à part. Là, c'est vrai qu'on a fait des projections sur la société européenne qu'on connaît, mais la Martinique, c'est comme en Afrique. Ouais, donc, tu as d'autres parties du globe où ça ne fonctionne pas comme ça. Et la femme assume tout. Mais l'homme ne peut pas prendre sa place. Ceux qui veulent ne peuvent pas. Il ne prend pas sa place parce que justement, il est allé voir ailleurs ou de toute façon, de facto, quoi qu'il le fasse, de toute façon, c'est matriarcal. Parce que, est-ce que, entre guillemets, il n'y a pas de fumée sans feu ou... C'est matriarcal parce que les femmes se sont retrouvées obligées d'assumer seules la subsistance des enfants. Donc, le pli est pris depuis plusieurs générations. Okay. Donc, l'homme n'a pas sa place. Dans ma famille, mon père n'avait pas sa place. J'étais élevée par ma grand-mère et ses sœurs. Et c'est très fréquent. Mon grand-père n'avait pas sa place. Tu vois, parce que ce sont des sociétés où les femmes tiennent.
Et l'homme martiniquais est profondément attaché à sa mère. Profondément attaché par sa mère. Ils mangent chez leur maman, ils ont toujours leur chambre chez leur Ah ouais. maman. Enfin bref. Oh oui, oui, il est très attaché à sa mère. J'en connais qui ne se sont mis en ménage, comme on dit, qu'à la mort de leur mère, Ouais, qui a vécu à un âge avancé. J'en connais 2 ou 3 comme ça. Ils habitaient avec leur mère. Tu vois, tu as aussi pour un homme, tu as aussi le couple qui forme avec sa mère. Oui. Ça, il faut être vigilant sur ça. On doit laisser partir. Nous, les mères, nous devons laisser partir nos fils. Nous devons les encourager à partir. Oui, nous ne pouvons pas les garder comme ça. Ils n'auront pas de foyer heureux sinon. Voilà. Donc, la Martinique, à ce niveau-là, est une sacrée école de vie hein, pour le. Tu vois, ça me fait penser aussi à l'image que j'ai aussi de ma famille, mais je pense beaucoup de familles comme ça, après la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, où les femmes ont été obligées d'être extrêmement omniprésentes. Il y avait beaucoup, enfin moi j'ai un schéma d'un grand-père qui est extrêmement absent, et c'était ma grand-mère qui portait la culotte. Hein. Il avait pas son mot à dire en fait. Hein. Et donc, je me pose la question de savoir aussi, tu vois, si en métropole ou en Europe, où justement il y a eu cette guerre aussi où les hommes ont été absents parce qu'ils étaient sur le front, tu vois. Et du coup, ça a aussi déséquilibré d'une certaine façon aussi la famille. Et en même temps, bon, bah voilà, tout repose aussi sur la femme parce que quoi qu'il advienne, je veux dire, s'il n'y a personne, il faut bien faire le taf, quoi. Hein. Tu as eu la Première Guerre mondiale avec une très forte mortalité masculine. Hein. Parfois, quand tu regardes les monuments aux morts, tu vois par exemple les 4-5 garçons d'une famille décimés. Complètement. Donc, tu as eu beaucoup de, ce qu'on appelle les veuves de guerre. Des veuves de guerre, donc des jeunes femmes seules avec les enfants, donc obligées de prendre la place du père. Tu as eu aussi beaucoup de femmes qui ont perdu leur fiancé et qui ont préféré, qui n'ont pas pu reconstruire derrière. Mais c'est pas à ce point-là, tu vois. C'est la Première Guerre mondiale. Je dirais que c'est un phénomène qui a concerné peut-être 1-2 générations. Là, ce dont je te parle, c'est un truc qui remonte au XVIIe siècle. Ouais, c'est ça. La société martiniquaise est articulée comme ça. Elle est articulée comme ça. C'est dingue. Là, on pourrait faire un live spécial hein, sur l'homme martiniquais. C'est dingue. C'est dingue. Mais l'avantage, c'est que tu vois, c'est ce qui m'a permis, quand on a vu tous ces phénomènes de balance ton porc, MeToo, tu vois, les trucs comme ça, et quand je regardais les témoignages, j'avais certains témoignages où effectivement, il y avait une grande brutalité physique de la part de l'homme et la femme, physiquement moins forte, était difficilement en mesure de pouvoir se défendre. Mais tu avais aussi des cas où il n'y avait pas eu de contact physique, mais par exemple, il y avait eu du harcèlement avec des SMS vulgaires, des choses comme ça, et les femmes venaient se plaindre, et elles n'avaient rien, tu te rends compte qu'elles n'avaient rien fait. Et là où je dis, mais quand on a un problème, il faut prendre ses responsabilités. Il faut toujours se demander, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai laissé faire. Donc on laisse de côté les agressions vraiment physiques, où la femme a été complètement incapable de se défendre. Mais tout ce qui est préliminaire, tu vois, tout ce qui est par exemple les SMS vulgaires, mais tout de suite, il faut réagir. Il faut réagir. L'homme n'a pas le droit de faire ça. Mais il ne faut pas les laisser faire. Et c'est facile de lui répondre, et surtout si on sait qu'il est marié, de lui dire, mais je me ferai un plaisir de garder tes SMS pour pouvoir les montrer à qui de droit. Je te conseille de ne pas rentrer chez toi ce soir, tu vois, mais c'est facile de se défendre. Et en Martinique, tu apprends à te défendre, parce que l'homme en Martinique est très indélicat. Il est, comment dire, indélicat. Il est très gentil, mais quand il a une belle envie sexuelle, il va te la manifester clairement, c'est clair. Donc tu apprends très tôt à dire non. Ouais, à les recadrer, quoi. Voilà, à dire non. Et là, il te laisse tranquille. Tu vois, tu apprends tout de suite, parce que les femmes ici, elles parlent fort, elles gueulent, et tu vas te prendre à dire oh, pas non, oh. Et là, il se calme. Tu vois, donc, il faut apprendre aussi, parce que ça, c'est effectivement un des traits du rapport de couple. Dans un couple, c'est tous les deux qui ont le droit de dire non. Et là, je pense à la sexualité. Parce qu'on a toujours l'image de l'homme
qui veut forcer la femme sous prétexte que c'est son épouse, sa petite amie, il faut qu'elle dise oui alors qu'elle n'a pas envie, elle dit non. Elle a dit non, c'est non. Mais de l'autre côté, c'est vrai aussi. Tu as beaucoup de nanas qui ont envie de chérie, chérie, le mec il dit non et elle se vexe de la même manière. Non, c'est non. Chacun doit respecter son intégrité. Le non n'est pas un désamour, le non est simplement je ne suis pas disponible pour ce que tu souhaites à ce moment-là. Avec tout mon amour, tu vois, mais non, c'est non. Et ça, c'est valable pour les deux. Ben oui, bien sûr. Tu vois, il y a vraiment un rééquilibrage, mais je pense que c'est pas rendre service aux femmes que de les victimiser. Il faut leur apprendre à se défendre. Et il faut aussi apprendre aux hommes qu'il y a des cas où ils peuvent être des victimes. Il y a des hommes qui se font Bien battre. Il y a sûr. il y a des femmes qui sont méchantes. Et violente. Il y a des femmes qui sont méchantes et violentes. Hein, on n'est pas toujours du bon côté. Donc l'homme doit comprendre avec son yin qu'il peut lui aussi être une victime. Tu as des femmes cruelles qui sont vraiment de véritables perverses narcissiques, tu sais, qui font souffrir et puis après qui viennent te calmer un peu puis qui te redonnent un coup de griffe derrière. Tu as des Oui, voilà. ou qui ont des mots cruels qui sont, ou même si c'est pas cruel, qui sont d'une grande, comment dire, d'une grande, tu sais, quand on veut rabaisser quelqu'un, c'est sadique, c'est sadique, c'est humiliant. Voilà, c'est voilà, l'humiliation, exactement, Humiliant. qui sont très très humiliantes. Voilà. Donc oui, donc, bien sûr. et tu vois, je pense que là, on ne met pas assez l'accent sur le fait qu'une femme peut se défendre, jusqu'à un certain point évidemment, et qu'un homme peut être aussi une victime. C'est pas parce que tu es un homme que tu es fort et que tu as envie de frapper, que tu te sers de tes poings et que tu es bourré de testostérone, tout ça. Non. Et c'est pas parce que tu es une femme que tu es une frêle victime. On regarde le procès entre Johnny Depp et son épouse. Lui, c'est pas un enfant de cœur, mais elle non plus. Le procès a montré qu'elle était même assez effrayante comme nana. Donc on les a renvoyés dos au mur 50-50. Tu vois? Et c'est ça qu'il faut, je pense que c'est l'éducation pour former un couple doit aussi avoir cette notion-là. Des méchants, il y en a des deux côtés. C'est clair. Des victimes, il y en a des deux côtés. Voilà, et personne n'a le droit de traiter l'autre en punching ball, que ce soit la femme ou l'homme. Et je trouve que là, ça penche un peu trop du même côté. Et du coup, j'entends autour de moi des mecs jeunes qui disent déjà, j'ose même plus aborder une nana. Ah, c'est clair. J'ose t'en avais parlé aussi, ouais. Ouais. Bah oui. Bah oui. Je n'ose pas, je n'ose pas, je n'ose pas. Parce que voilà, ou je ne sais plus qui me disait, mais parfois je fais des réunions dans mon bureau avec des collaboratrices, mais maintenant je laisse tout grand ouvert, tellement j'ai peur, enfin Suspecter d'être déplacé. Quand t'as problème, elles disent qu'il y a eu harcèlement, donc je laisse. Non, mais tu te rends compte un peu non, mais c'est l'état dans lequel les candidats à un couple potentiel évoluent. Complètement. Ah, ça peut pas aller, ça. Et du coup, j'avais envie de te montrer une fleur. C'est la fleur de la peur, mais une espèce de peur, tu sais, presque prégnante, permanente, sans identifier vraiment. Mais cette espèce d'angoisse, tu sais, latente qui peut être là, des deux parties finalement, tu vois. Ça, c'est Aspen qui parle de cette peur. Alors, on a vu tout à l'heure Mimulus, qui est une peur très, très concrète avec quelque chose qu'on peut nommer. Mais là, Aspen, c'est vraiment une peur qui n'est pas vraiment définie. Donc, tu vois, ça peut être une espèce comme de danger imminent à être suspecté et de l'un ou de l'autre, ou soit de se sentir agressé, ou soit d'être le potentiel agresseur, quoi. Voilà. Et je pense que, tu vois, le message que je voudrais vraiment dire au niveau du couple, c'est vraiment, j'aimerais m'adresser aux femmes parce que moi, j'observe, tu vois, j'ai un caractère assez fort. Donc, l'homme qui voudra m'embêter s'expose à des déconvenues, on va dire. Mais j'observe ce qui se passe. Et je dis, mais on dit, aimez-vous les uns les autres. On dit aux hommes, respectez les femmes, aimez les femmes. Il fallait vraiment remettre des pendules à l'heure. Mais je dis maintenant aux femmes, maintenant que c'est en train de se faire, aimez les hommes. Laissez-les venir. Laissez-les prendre leur place. Ils vont se montrer respectueux. Laissez-les prendre leur place.
permettez-leur de prendre leur place. Non, ils ne seront pas irrespectueux. Et si jamais il y en avait un, bah, posez vos limites, prenez vos responsabilités, posez vos limites. S'il ne comprend pas, vous le mettez dehors. Tu vois, moi, j'ai 3 fils, donc je les ai éduqués à être des hommes respectueux, mais pas timorés. Par exemple, un truc important que je leur ai appris dès l'âge de 9 ans, 10 ans, je leur ai interdit de parler d'une fille en disant la meuf. Je leur ai dit, on dit une jeune fille. Même si c'est pour dire quelque chose de déplaisant derrière. Ce qui arrivait, tu vois. Mais on dit une jeune fille. Et effectivement, ils s'expriment comme ça. Ils disent une jeune fille. On ne dit pas la meuf. Tu vois, le langage, c'est déjà de même qu'on ne dit pas le mec. T'as vu le mec? Non. Le jeune homme, le monsieur. Tu vois, tout doit être réciproque. Et c'est ça l'énergie de la balance qui gère le couple. C'est la réciprocité. Tu vois, on ne peut pas dire aux hommes, respectez les femmes, alors que les femmes vont les maintenir à distance. Il faut qu'on leur permette aussi de montrer qu'ils sont respectueux. Tu vois, et respectueux, ce n'est pas se tenir comme ça, effrayé, avec les 2 mains au niveau de la ceinture, sans oser rien dire. Bien sûr que non. Voilà, bien sûr que non. Mais là, on est dans une déviance de société véhiculée par des médias complètement idiots et qui sont en train de massacrer le terreau pour les couples en devenir. Voilà. Ouais, c'est complexe. Hein. Oui. Pour moi, c'est vraiment une lutte acharnée. On a l'impression d'être un couteau tiré tout le temps, quoi, finalement. Exactement. C'est comme une guerre et ça ne devrait pas. Il y avait vraiment des choses à remettre en place. Hein. Le patriarcat, il fallait en finir, c'est clair. La violence et les abus en tout genre, il fallait en finir. Les affaires Weinstein, Patrick Poivre d'Arvor, tout ça, toutes ces personnes qui ont abusé de leur statut pour obtenir des faveurs qu'elles n'auraient pas eues en temps normal, vu. Bref, tu m'as comprise. Ça, il fallait en terminer, il fallait le dire, il fallait en parler. Et les punir, les sanctionner. Mais à côté de ça, il faut apprendre aux filles à se défendre. Le mec qui vient, qui essaye de te voler un baiser qui te plaque contre le mur, mais tu le tapes. Tu sais ce qui est arrivé une fois dans le métro? Je crois que j'étais à l'école des avocats. Je devais avoir 24 ou 25 ans. Et j'étais à la station Charles de Gaulle Étoile. Et je passe dans un petit couloir. Seule. C'était un petit couloir de correspondance. J'étais seule. Il était assez tard. Et je vois un homme venir en face de moi. Je vois qu'il a un sourire comme ça sur le visage. Je regarde et je vois qu'il a son engin qui prenait l'air frais dans sa main. Et il se Très élégant. Et il vient en diagonale vers moi et il me coince contre le mur. J'avais un journal à la main. Je venais d'acheter mon vocable pour travailler mon anglais. Le journal était là. Il s'est pris un coup, là où tu penses, sur son engin, clac, et je crois que je ne vais pas répéter ce que je lui ai dit, mais c'était très humiliant pour lui. Et il a décampé. Il a décampé. Voilà. C'est choquant quand même, hein, de vivre des choses comme ça. Je trouve ça terrible quand même d'en arriver là. C'était lui qui avait un problème, c'était pas moi. Bah, C'était lui qui clair. Et moi, tu vois, je trouve ça terrible. je l'ai hyper bien vécu parce que je me suis défendue, parce que je l'ai tapé dessus, que je lui ai balancé un truc extrêmement grossier sur la taille de ses organes en même temps et qu'il a détalé. Tu vois, il a détalé. Donc c'est moi qui avais eu le dessus. Tu vois, et après je racontais ça, je me rappelle, à mes copines, on en rigolait, tu vois. Mais je l'ai frappé, cet homme. Je ne me suis pas laissée je ne me suis pas mise en position de victime. Tu vois, je l'ai frappé sur sa virilité, je me suis moquée de sa virilité et il s'est enfui à toutes jambes. Ah, il a détalé. Il avait un petit blouson, je me rappelle, une espèce de mèche comme ça. Il a détalé. Voilà. Et c'est ça, tu vois. Et on devrait apprendre aux femmes à se défendre. Alors évidemment, ils auraient été 4, j'aurais pas pu le faire, c'est évident. Mais là, il était seul. Tu te défends. Tu vois, on apprend aux femmes à se défendre. On n'apprend pas aux femmes à se défendre. On insiste trop sur le côté victime et c'est pas nous rendre service. On
doit pouvoir se défendre aussi, on doit pouvoir dire non, on doit pouvoir gueuler, on doit pouvoir foutre une gifle, on doit pouvoir dire tes SMS déplacés, je vais les montrer à qui de droit. Voilà, tu vois, c'est ça. Voilà. Façon de parler d'une Martiniquaise. Hein. Ah, bah, écoute, c'est très juste aussi, tu vois, de reprendre son propre droit et c'est ça, c'est pas genré, quoi, tu vois. On doit chacun aussi poser nos propres limites et Mais chaque s'affirmer. individu pose ses limites, homme ou femme. Homme ou femme, tu poses tes limites. De la même façon qu'un homme n'a pas à mettre la main aux fesses d'une fille, ben une fille, elle n'a pas à faire ça à un mec non plus. Non, tu vois. De la même façon qu'une femme n'a pas à se mettre en torse nu dans la rue, eh ben, je trouve qu'un homme, il n'a pas à se mettre en torse nu dans la rue non plus. C'est tout. Pourquoi est-ce qu'il s'autoriserait ce qu'on n'autorise pas à une femme? C'est clair. Tu vois, il y a les règles sont les mêmes pour tout le monde. Tu vois. Et je trouve que là, on n'est pas dans l'équilibre, on n'est pas dans l'équité. Je t'avais demandé si tu voulais bien tirer une petite carte de tarot. Oui. Qu'est-ce que tu en Alors, penses? T'as oui. pris ton jeu particulier, tu m'avais dit? Ouais. Alors, j'ai un petit tarot, enfin, c'est un beau tarot qui s'appelle le tarot de l'amour. Ok. Voilà. Et tu as demandé une carte de conseil pour la communauté, la tienne, la mienne, ceux qui regardent cette vidéo, ceux qui la regarderont. Alors, celle-là. Regarde ce que j'ai sorti. J'ai le 10 des arbres qui correspond au 10 de bâton. Dans ce jeu-là, parce qu'en fait c'est un jeu qui est à mi-chemin entre le tarot et l'oracle. Ok. Ça s'appelle la loyauté. Tu vois, on est sur du 10. Hein, donc le 10 est une énergie qui est très élevée. Ça représente les ambitions. Tu vois. Et donc, le meilleur moyen, parce que là on est dans un contexte de couple et d'amour, le meilleur moyen d'arriver à un couple harmonieux, c'est déjà d'être dans l'action avec les arbres et que toutes tes actions soient guidées par la loyauté. La loyauté envers toi-même, la loyauté envers ton conjoint, ton partenaire de vie. La loyauté envers toi-même, ça veut dire ne fais pas de choses qui te mettraient mal à l'aise. Respecte-toi. Et en te respectant, tu vas pouvoir respecter ton partenaire. Et si tu sens qu'il peut y avoir un désaccord, parce qu'on n'est pas fait pareil, à ce moment-là, la loyauté te demande d'en parler, de discuter. Et là, on peut arriver à quelque chose de fort. Tu vois? Et on a un arbre aussi, avec un cœur. L'arbre peut représenter la longévité. Et ce sont les histoires qui durent, justement. Les histoires qui durent sont des histoires fondées sur la loyauté, y compris quand il y a eu des coups de canif. Tu vois, on ne peut pas fonctionner sur des mensonges. C'est pour ça qu'il est inutile, pour essayer d'avoir quelqu'un, de se montrer à cette personne sous un jour qui n'est pas vrai, Complètement. sous un masque social. Tôt ou tard, ça tombera. Tôt ou tard, ça tombera et ça ira à l'échec. Voilà. Elle est belle, cette carte. Elle est magnifique. Et C'est puis, la je trouve loyauté. que ça résume bien tout ce qu'on a dit finalement, puisqu'on a abordé tous ces sujets-là. Oui, Tu vois, voilà. très très belle. Voilà, ma chère Nathalie. Eh ben, merci beaucoup Valérie, c'était vraiment chouette. C'est moi qui te remercie. C'est un bel échange et j'espère que ça ouvrira des pistes de réflexion sur Très certainement. cette belle aventure qu'est le couple. Oui, parce qu'on l'a évoqué sous des angles qui sont pas toujours voilà, accessibles entre guillemets, parce que c'est très vaste ce sujet-là. Mais voilà, là tu as parlé aussi d'astrologie, c'est passionnant aussi de voir tous ces aspects et puis sociétaux et le reste, donc c'est très chouette. L'astrologie m'a beaucoup aidé à titre personnel pour comprendre les erreurs que j'avais commises et pour m'aider justement à ne pas les refaire. Oui,
ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette, c'est vrai. Eh bien, écoute, à l'occasion, je te donnerai mes planètes, hein, et puis on verra ça ensemble. On verra ce que donne ta carte du ciel. Voilà. C'est clair. Oh, bah, de toute façon, j'ai déjà passé 60 ans de ma vie, je les connais déjà pas mal, tu vois, mais c'est toujours enseignant, donc… Tu sais qu'on les découvre avec les transits. Les transits qui passent nous amènent des choses, tu vois. Donc, ouais. On est dans l'expectative. Qu'est-ce que l'univers va m'envoyer? Tu vois, là j'ai une copine. Elle va avoir, ça y est, ça a commencé. En fin d'année, elle va avoir le transit de Jupiter dans sa maison 7. Oui. Tu vois? Eh bien, Jupiter qui transite la maison 7, c'est où il te marie, ou bien il t'associe, mais là on est dans le couple, hein, où il te marie, où il te divorce, pour elle le divorce c'est déjà fait, où il te marie, où il te divorce, où il rééquilibre. Tu vois, où il rééquilibre. Voilà. Donc, alors je sais pas je sais pas si tu vois ce qui est écrit là. Bon, mais non, t'en fais pas, c'est un troll, il est rigolo. Ah, Allez, bon. C'est les trolls qui sont bêtes, ils savent pas quoi dire, mais ils sont là, hein, c'est comme le troll, c'est comme les échouages de méduses, tu sais, sur la plage. Voilà. On les prend, on les laisse sécher au soleil, puis après on les jette quand ça commence à sentir mauvais. Voilà, on est d'accord. Voilà, Tout va bien alors. T'en fais pas, il y en a partout et tout le temps. Tu fais pas attention. Moi, je les prends comme le folklore des réseaux sociaux. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Valérie. Vraiment. Mais je t'en prie, Nathalie. Merci de m'avoir invitée. C'était super sympa. C'est super sympa. Puis on pourra en refaire d'autres sur d'autres thèmes si tu veux. Moi, je suis preneuse. Hein. Écoute, moi, je suis ouverte à tous les thèmes que tu veux. Donc, mais là, tu vois, tu m'as permis d'aborder un sujet que je n'aborde que très rarement, c'est le sujet du couple, parce que j'estimais que j'avais pas de leçon, enfin que j'avais pas grand-chose à apporter de ce côté-là. Finalement, je m'aperçois que si. Voilà. Ouais, c'est chouette. Tu m'as permis d'ouvrir une porte que je me fermais très bêtement. Donc, merci à toi. Ouais, c'est cool, merci beaucoup. Voilà. Et merci à tout le monde d'avoir été là. Merci. Exactement. Voilà, soyez dans la loyauté. Ouais, alors du coup, je vais mettre cette vidéo-là en IGTV et je vais mettre après sur ma chaîne YouTube. Et après, si tu veux la partager toi-même sur ta chaîne, bah écoute, tu peux la récupérer, il n'y a pas de souci. Écoute, tu me diras comment faire. Ouais, pas de souci. Tu me diras comment faire. Bonne soirée à tous. Je t'embrasse, Moi Nathalie. aussi, bonne journée Valérie pour toi. Et merci à tout le monde. Ouais. Au revoir. Merci, ciao.